AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Printemps. J'ai qu'une seule veste. Oh, d'accord. Moi, j'en ai beaucoup. Il vient de subir une opération assez lourde. Si c'est pas urgent. Je vais aller droit au but. Tu me fais rire plus que n'importe qui d'autre. C'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Mais j'ai aussi besoin de Dev qui me fait sentir intelligente et de Dean qui me fait sentir importante. Il y a un Dean. J'ai 21 ans. Je suis pas prête à me caser tout de suite. Mais t'es mon meilleur ami. Et j'espère que tu vas le rester. C'est moi qui te fais le plus rire. Trop pas la grosse tête. Attends, tu peux frimer un peu. Truc qui me rend complètement folle dans l'affaire Scott Glass. Exactement. Je sais, c'est stupide et je veux surtout pas blâmer la victime, mais... Qu'est-ce que tu veux dire alors? Eh bien, pourquoi Deborah Glass a choisi de faire son footing le jour où son ex sort exceptionnellement? Pourquoi elle est là où Scott était sûr de la trouver? Là, tu viens de blâmer. Peut-être, mais moi, à sa place, j'aurais pris le premier vol et quitté la ville. Pourquoi elle l'a pas fait quand vous l'avez appelée? Vanessa, Je sais, je suis désolée, je suis terrible. Mais j'essaie d'envisager tous les angles de défense possibles. Si vous aviez 10 ans de moins, je suis sûre que vous auriez fait exactement comme moi, Andrea. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voilà la voix, l'épisode 10. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Anastasia Cassandra, comédienne de doublage basée à Paris et aussi comédienne au théâtre à Nice. Elle a été formée en doublage dans divers studios. Elle a prêté sa voix à une très grande variété de personnages, soit de jeunes filles à de jeunes femmes, mais également d'autres personnages. Son expérience étant aux séries, films, animés, jeux vidéo. On peut l'entendre dans des titres récents comme Beer Stars, si je le prononce bien, normalement c'est ça. Painkiller, Grey's Anatomy ou Le Problème à trois corps. Elle est polyvalente parce qu'elle est également active au théâtre à Nice et elle parlera un peu de son parcours, son humanité, sa détermination et puis sa vision de l'avenir du métier. Bonjour Anastasia, comment vas-tu? Bonjour Alexis, bah, ça va très très bien, un petit peu chaud en ces périodes-là, mais on va survivre. Ouais, tu viens tout droit de Nice en plus, je crois, Oui, non? oui, 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 j'ai des trucs à faire sur Paris. Alors heureusement, c'était pas très très urgent, mais quand même, je voulais pas te rater, donc c'était un peu la pression pour rentrer et être à l'heure, quoi. Ça va, on est là, donc tout va bien. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté cet échange. Bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais, même si je l'ai fait un petit peu, mais est-ce que tu peux te présenter, toi, avec tes mots? Bah écoute, Anastasia Cassandra, je sais bien articuler mon prénom. Impeccable. Non, sérieusement, bah oui, tu à peu près tout dit, comédienne, théâtre, doublage, qui est une activité assez récente, l'air de rien. Et puis j'ai fait, beaucoup de radio dans mon parcours, je m'occupais, de faire, un zapping d'informations de 5 minutes, sur, tout ce qui était la région, niçoise. Et puis c'est ça qui m'a forgée pour l'oreille au niveau de ma voix, et là, bah, voilà, j'essaye maintenant de développer, tout ce qui va être, l'écriture. Parce qu'en rentrant dans le doublage, qui est une maîtresse, très exigeante et très chronophage, bah, j'ai tout arrêté. Et là, je suis en train de reprendre, peu à peu, de trouver, on va dire, amis et partenaires un peu pour, me motiver et faire en sorte d'ôter, tous ces horribles syndromes de l'imposteur, qui pour, beaucoup, font Ah, qu'on chaque on se lance comédien pas. en parle, hein. Tout le monde. C'est dingue, hein! C'est de fou. C'est Ah dingue ouais. alors qu'on a des aînés qui genre, tu as l'impression qu'ils traversent la carrière, que tout se passe bien et tu en as, on est en mode: «Ah!» on flippe, c'est assez étonnant, quoi. C'est fou. Ouais, est-ce que c'est Génération qui veut ça? Est-ce que aussi il y a eu, on a multiplié beaucoup les comédiens, peut-être qu'il y en avait moins avant, qu'ils avaient plus aussi d'emplois, donc peut-être moins ce syndrome-là, peut-être qu'avant quand il y avait des castings, ils réussissaient souvent. Maintenant, nous, quand on réussit un casting, c'est limite, c'est Noël, quoi. Donc c'est un cadeau, donc ouais, c'est peut-être cet effet-là, quoi, hein. Puis il y a Puis aussi, je pense pour avoir entendu, on va dire d'autres enseignements ailleurs qu'en France, j'ai l'impression qu'on se sent pas légitime de faire quelque chose hors de ce qui est attendu de nous.
hors de nos cases, ça peut être des cases, qui sont en dehors, de nos études, qui étaient en dehors de nos activités de base et en fait, on a une forme de culpabilité ou alors une forme de peur, de rejet et j'ai l'impression vraiment, alors c'est ma théorie, mais que la France avec, son système éducatif, qui fait que l'erreur, c'est pas possible, l'erreur est mal vue, l'erreur est inconsidérée. Mais combien font, 2 plus, 1? Comment ça, tu ne sais pas? Mais oui, parce que c'est mon premier cours de mathématiques. Tu vois, c'est bien sûr qu'on à l'école, on peut se tromper, on doit se tromper, on n'a pas la science infuse. Je pense vraiment que c'est un peu lié à ça, quoi. Enfin, en tous les cas, il y a pas du tout le même rapport, des élèves entre, entreprendre quelque chose et une erreur. On le voit bien, dans un autre domaine qui est le business, et nous, vraiment, on est dans ce je pense vraiment que voilà, on a la culture française qui fait qu'on est très, très, très prudent, de base, quoi. Ouais, ouais, C'est une théorie, c'est vrai. hein. Bon, on va parler de ton parcours artistique, déjà. T'as quand même un beau parcours sur scène, à Nice, au niveau du théâtre essentiellement. C'est quoi ta Oui. première grande émotion, toi, sur les planches, en tant que comédienne ou même spectatrice, hein? Ah! Ah, c'est une bonne question ça. Ouais, hein? Grande émotion, ouais, ma grande émotion, alors attends, je pense quand même que ça reste la première fois où j'étais sur scène et où mes parents sont venus me voir, où j'étais toute émotionnée, c'était sympathique. Enfin, après voilà, c'était la première fois sur scène, ça fait peur donc il y a tu as des pensées qui vont à 1000 à l'heure et après tu te mets en mode, automatique parce que tu as tellement répété que voilà quoi, tu as appris, ta musique, ta chorégraphie d'une certaine manière et hop, c'est parti. Mais c'était tellement n'importe quoi, j'ai tellement été dans l'émotion que, bah, je j'ai un peu honte de le dire, mais c'est très rigolo en vrai, c'est que j'ai mis ma robe à l'envers. Donc pour ma ma 1re fois sur scène, personne ne m'a dit que ma robe était à l'envers, ça m'allait très bien, Ah, c'est mais une du belle coup, anecdote, ça. Pas mal. ah ouais, ouais, non, mais j'ai des photos, de moi, je suis là, je fais: «Oh là 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 là, je vais pas les partager de sitôt sur les réseaux sociaux». C'est mais ouais, ouais, c'est assez spécifique et après, ouais, j'ai eu d'autres moments, de bonheur, ça a été mes autres années, quand on arrivait à terminer le spectacle, qu'on montait avec, la compagnie dans laquelle j'étais, ben, il y avait, on va dire, comment te dire? Une célérité, une espèce d'état, bah, je c'est peut-être un petit peu fort si je dis une sorte d'état de Bouddha, mais en fait un état de bien-être, de gentillesse, d'épanouissement qui était tel, quand tu reçois, on va dire, à la les applaudissements du public, tu reçois une forme d'amour, tu as accompli, on va dire, un beau challenge aussi, heu qui est, on va dire, de créer un spectacle de A à Z pour certains ou alors, d'apprendre ton texte et d'être super convaincant, tellement de travail récompensé donc oui, ça je me disais que ça me rendait, meilleure, on va dire, dans ce que je ressentais, à la fin, quoi. Ou voilà, pas je sais pas pour, d'autres, acteurs, mais moi ça me faisait cela quoi, où, je pouvais genre tu pouvais me faire la pire des crasses pendant l'année. Je passais au théâtre, tu me parlais juste après, mais tout était pardonné: «Allez, viens là frère, on prend un verre». Donc ouais, ça le théâtre, ça me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien et c'est vraiment des moments de célérité comme ça, qui se sont atténués au fur et à mesure, des expériences. Mais c'est ouais, c'est des beaux souvenirs et les expériences professionnelles, heu, c'est des moments forts, mais alors c'est très spécial maintenant. C'est des moments de transe. C'est des moments où, ça m'est arrivé 2 fois, où, je suis tellement dans mon personnage, qu'en fait, j'oublie ma temporalité. Je m'explique. En fait, c'est comme si j'étais déconnectée de mon corps et de ma pensée qui fait que par 2 fois, j'ai eu, on va dire, un petit coup de chaud, si j'ose dire, de me dire: «Attends, mais où on est là?» Mais tu vois, j alors je disais pas ça sur scène, mais c'est des dans ma tête. Mais oui, soudain je me réveillais et je me disais: «Mais il y a 30 minutes qui sont passées et je me souviens pas de les avoir jouées».
Et à chaque fois, je demande: «Mais, vous avez pas senti quelque chose?» à mes partenaires, tout ça. «Mais non, 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 Anastasia, tu étais très bien». Je fais: «Waouh! Mais j'étais pas là! C'était juste le personnage». Donc ouais, ça, c'est assez flippant, mais on m'a dit, je sais plus qui m'a dit ça, qu'en fait, ça veut dire que j'avais un lâcher prise, total et que voilà quoi, c'était une belle fusion avec le personnage, quoi. Mais Mmh. je t'avoue que vraiment, c'est quand même assez impressionnant quoi de se réveiller et vraiment de prendre conscience, de penser avec toi-même. Tu es plus dans ton personnage et tu fais: «Ah mais je ne savais pas qu'on avait passé déjà, 2 scènes». Ouais. Donc ouais, c'est ça les moments, les plus forts, quoi. Et ben, tu as aussi été professeur de théâtre pour enfants. Et Ah oui, qu'est-ce que ça oh t'a là là. apporté, toi, humainement, artistiquement? Alors, humainement, je me suis rendu compte que les enfants, je les adore. Ils se bon, il y en a, ils sont pas très adorables, mais j'ai quand même une patience avec eux. Ça, je m'en suis, rendu compte, avec leur contact. C'est qu'ils peuvent, pour certains, avoir des sales caractères, je suis toujours très, très cool avec eux. Donc ça, c'est sympa. Après, ils sont extraordinaires, tout ce qui est improvisation, ils adorent faire ça. En vrai, c'est bon, ça me fait un peu de la peine, mais j'ai une stratégie dont je te parlerai. Mais voilà, ils adorent faire de l'improvisation et s'ils pouvaient faire que ça en théâtre, ils ne feraient que ça. Et donc c'est compliqué, de leur faire, jouer quelque chose. Alors, ma stratégie, c'est que j'essaie de les impliquer dans la création, de la pièce. Je leur fais des improvisations, qui sont liées aux personnages qu'ils veulent et après, bah, je prends leurs idées et je me fais un chat GPT dans ma tête de dire: comment je vais faire une histoire?» Comment te dire que cette année, ils m'ont collé un meurtre, et moi je suis là, je me dis: «Oh mon Dieu, on commence avec un meurtre, il va y avoir les parents qui vont venir les voir, c'est pas possible quoi». Là, c'est bien Donc d'aller au-delà du jeu, comme ça, en les impliquant davantage à la bah oui, création. mais complètement parce qu'en fait, on revient toujours à un système, d'éducation où, la carotte, c'est les notes. Je sais pas pour toi, mais moi j'avais pas forcément, quand j'étais petite, la notion de l'importance, qu'il fallait, d'apprendre, bah, même de lire quoi, alors que c'est tellement évident. Mais, genre: «Apprends à lire». «Non, on veut pas» et il y a plein de gamins qui veulent pas lire, qui n'arrivent pas à lire. Ouais. J'ai eu des élèves, c'était compliqué pour eux de lire quoi, Ouais, les poèmes, heu c'était une hantise chez moi, je veux dire. Quand il y avait des mais oui, poèmes, ouais, ouais, non, c'était. mais oui, On avait je crois, on avait 4 phrases avec 4-5 paragraphes, là, bah, les poésies ou quoi. Oh, oui, déjà, j'apprenais les 2 premières, c'était pas mal. 2 premiers oui. paragraphes. Alors qu'aujourd'hui, ouais, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais vraiment fait beaucoup plus d'efforts sur la lecture et sur l'apprentissage de texte, hein. Mais Franchement. en fait, tu sais pourquoi? C'est que, imagine, si tu n'as pas des parents, qui ont le temps d'être derrière toi ou même qui sont un peu artistes ou qui ont une intelligence pédagogique, je dis pas, voilà, qu'il y a des mauvais parents, mais c'est juste que c'est compliqué d'éduquer des enfants, tout ça. Puis tu es surchargé avec, ta vie, enfin voilà. Imagine, on était des enfants, enfin on, c'est un terme général, on nous colle un truc à apprendre, on n'a jamais fait ça de notre vie et on nous donne absolument aucune clé, pour pouvoir apprendre, mais jouer surtout. C'est genre on apprenait stupidement quelque chose dont on ne comprenait pas. Moi, Mhm. j'ai Mhm. souvenir, tu vois, de ces poésies, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est pas forcément ta faute, c'est qu'en fait, je pense que nos profs avaient pas les clés, nécessaires aussi pour, nous donner envie, de jouer et c'est ça le problème, c'est qu'on disait: «Apprenez une poésie» au lieu de jouer la poésie Mhm. et je n'ai aucun souvenir, de professeurs qui s'impliquaient à apprendre d'une certaine manière, tu vois? On apprenait, les En poésies, mais les lisant poésies plusieurs fois, c'est c'est ça. tout. Mais c'est ça, mais il y avait pas: «Allez, on va le faire, avec de la tristesse. On va le faire comme si on était capricieux. On va le faire comme si, on était un toutou». Enfin, tu vois? Des c'est
Oui, on Et va le en fait, il y faire avait pas. on va le faire en chantant, on va le faire en pleurant, on va le Oui, faire en. Ouais, ouais, il y avait. ce Ouais. ce qu'on nous apprend, nous, au théâtre, typiquement, alors que quand on était petit, en français, on nous apprenait juste bah, le lire, quoi. Fallait juste le lire, mais on C'est ne ça. donnait pas de clé pour le lire autrement. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est très désincarné en fait, et surtout, euh, on ne montre pas. Moi, je sais pas comment t'étais petit, mais moi, il fallait qu'on me montre quelque chose pour que je devienne une éponge. Mais si tu me donnes le truc là comme ça, mais que tu ne me donnais aucune mécanique, bah, il n'y avait pas de mouvement de répétition. Peut-être aussi pour ça que le théâtre, ça me plaît bien, parce qu'il y a, on va dire, cette idée de répéter, de poncer. Alors, c'est pas du tout le verbe que je cherchais, enfin, de polir, enfin, comment dire, de sculpter un rôle. Donc, on passe, on repasse, on essaie de dire telle réplique. Ah non, c'est pas encore cette mélodie que je veux, machin, pourquoi? Donc en fait, voilà, il y a quand même une temporalité qui est assez longue dans le théâtre, qui est aussi de l'expérimentation. Et le souci, c'est que l'école ne nous faisait aucune expérimentation, ou alors très 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 peu. Et la poésie, je trouve que c'est assez fort comme exemple, parce que oui, on apprenait bêtement, alors on pouvait plus ou moins bien le dire, mais voilà quoi, il n'y avait pas cette espèce d'intelligence de texte et d'intelligence de compréhension. Parce que c'est ça en fait, on peut pas être un bon acteur si quand on apprend son texte, on comprend pas ce qu'on lit, on comprend pas quels enjeux on peut donner à son personnage, quel but. Parce que c'est tout plein de petites choses qui peuvent aider à construire un personnage, et surtout à aider à apprendre. Or, les gosses, tu leur donnes quelque chose comme ça, tu les stimules pas. Mais si tu leur donnes, voilà, la lecture, ça les stimule pas, et comme par hasard, ils lisent du manga. Oh, le manga, quelle horreur, machin. Oui, mais ça les stimule visuellement. Je veux dire, on est dans un monde, une société très visuelle. Alors les livres, c'est sûr que, voilà, si tu stimules pas, et d'ailleurs, je trouve vraiment que les professeurs ne stimulent pas assez, ou même les bibliothécaires. Je ne sais pas maintenant ce qu'il en est, mais ça stimule pas au niveau des classiques, alors que la période d'adolescence, c'est une période qui est vraiment très, très, très sombre, avec beaucoup de désillusions qui sont liées en fait euh, comment dire, au réveil, enfin, à la prise plutôt de conscience qu'on ne maîtrise absolument pas sa vie. C'est pour ça, en fait, on dit, oh, il a une crise d'adolescence. Ben oui, quand on voit la société, quand on voit, qu'on se rend compte petit à petit que, bah voilà, on fera pas ça, on fera pas ceci, et qu'on nous casse, que l'éducation nous casse, ben tu m'étonnes que quand on est adolescent, on va mal. Et on pourrait s'en sortir via les bouquins, via, on va dire, le malheur, via l'indécence, j'allais dire, ou vers l'espèce de révolte de certains poètes ou dramaturges, mais on nous met même pas ça, on nous met pas ça sous la main, parce que on peut pas. Alors maintenant, peut-être qu'il y aurait ChatGPT, ou alors d'autres choses, mais ça vient pas à l'idée des gosses, si tu les mets pas sur les rails, de se dire, mais il existe peut-être un livre qui parle d'un sujet qui m'intéresserait, qui me ferait grandir, ou même une biographie d'une actrice, d'un acteur, voilà quoi. Hmm. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on doit avoir, nous, maintenant qu'on est devenus des adultes. Oh mon Dieu, des adultes. Mais voilà, si on a, on va dire, la jeune génération, c'est d'essayer de mettre en place, on va dire, cette passion, de découvrir les histoires des aînés, de dire aussi que l'échec, c'est pas grave. Et voilà quoi. Mais, Ok. mais Hmm. c'est pour ça, voilà, bon, c'est pour revenir au syndrome de l'imposteur. C'est très intéressant. Et encore, je crois que j'ai beaucoup dévié. Je suis désolée, Alexis. Je suis. Pas de souci, non, t'inquiète. Non, mais c'est hyper intéressant, c'est vrai qu'on l'a pas vu de ce regard-là. C'est vrai que Mm. ce que tu pointes là sur comment on nous apprend la lecture et la compréhension des textes, c'est vrai que on nous donne pas assez d'éléments et de variantes, voilà, de propositions. C'est comme ça Ça aussi nous qu'on rend pas. apprend à se connaître aussi. Si on nous apprend Ouais. juste, voilà, tiens, tu vas lire, 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 lire et ça va rentrer. Bah, on nous apprend pas grand-chose en fait, ça. En fait, on nous apprend à être des perroquets, mais pas à développer notre intelligence.
C'est ça en Bah, fait, c'est ça, en c'est fait. Si on l'a développé plus, si on faisait, bah, comme je t'ai dit, des exemples où on nous le fait au théâtre des fois, de dire, bah tiens, fais ce texte en chantant, pardon. Fais ce texte comme si tu avais une patate dans la bouche. Tu vois, des trucs comme ça. Enfin, et c'est des exemples, il y en a plein. Mais ça nous apprend aussi à se dire, bah tiens, ouais, si, c'est pas mal comme ça. Je peux peut-être apprendre de cette manière-là ou d'une autre. Enfin, c'est pour ouais. ça, franchement, c'est génial. Et je voyais pas vraiment la chose comme ça. Donc, merci de l'avoir partagé. Franchement. Elle- Anastasia, conférencière le Ouais. dimanche à 18h. Ouais, non, génial. T'es passé par la radio chez Fréquence K. C'est ça, je crois. Oui, Fréquence K avant de faire du oui. doublage. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu? Pourquoi tu y es rentré? Quelle liberté ou contrainte tu y trouves? Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier passage derrière un micro, ce que tu as ressenti? Ah, alors le tout premier passage qui aurait dû être en direct, je n'avais pas les bons codes et j'ai pas pu faire l'émission en tant qu'animatrice. Donc ça a été une petite peine, mais bon, j'étais pas encore bien câblée pour le direct. J'en ai fait après, mais pas sur Fréquence K, mais sur Radio 06. Et ouais, c'est toute une discipline à avoir. Pour Fréquence K, c'était beaucoup plus sur un rythme que je pouvais avoir, qui était vraiment de préparer, de vouloir maîtriser ce que j'allais dire et d'enregistrer. Parce que vraiment, oui, oui, c'est assez bizarre, alors que j'ai l'impression maintenant que c'est un peu la tendance inverse. Mais ça me sécurisait beaucoup d'apprendre, d'analyser les articles et du coup après de passer au micro et d'enregistrer, de faire le montage. Et à l'époque, il y avait, on va dire, quelque chose qui n'est pas très très bon, c'est on va dire cette envie d'être tout le temps dans l'hyper-perfection. Mais c'est à la fois c'est très très bien, mais ça ralentit les gens. Ça Mm. ralentit. Parce que, si tu attends, d'être parfait, pour faire, par exemple ton podcast, tu ne le ferais jamais, quoi. Je sais pas toi ce qu'il en a été pour que tu te lances, mais tu as dû avoir, enfin, tu as dû attendre, le bon moment au niveau du matériel et après, au fur et à mesure, voilà, tu fais des émissions, beaucoup plus, pertinentes, moins Bah, avec longues, l'expérience, hein, pour bien sûr. voilà, c'est L'expérience, ça, les retours, la remise en question, complètement le matos, et etc. et voilà, et donc évidemment que la première, je pensais qu'elle était bien. Bah non, quand je la réécoute, bien sûr qu'elle avait ses petits défauts, tout ça, mais c'est normal, on commence et vraiment alors, anecdote rigolote, mon patron de Fréquence K, c'était un curé, c'était Père Jean Ok. qui va toujours bien, bon pied, bon oeil. Et ouais, il m'a laissé une grande liberté. Il m'a montré comment fonctionnaient les machines, ce qu'il voulait. J'étais déjà forte en montage vidéo, donc le montage sonore n'était absolument pas un problème pour moi. Euh, et puis, il avait l'habitude de dire que les femmes, elles sont très bonnes en montage parce que elles ont l'habitude de coudre et de tricoter. Donc ça m'a fait marrer parce que j'ai appris à tricoter, mais quand j'étais toute petite et j'ai pas, on va dire, la compétence extraordinaire de pouvoir créer des poupées ou alors de créer mes propres tenues. Mais, mais ouais, c'était marrant, on va dire, cette espèce de parallèle, ce qui venait aussi d'un monde de la radio qui n'était pas numérisé, où vraiment c'était en effet couper la pellicule, la recoller juste après, pour donner des sons. Enfin, j'ai vu un petit peu cette technique-là, mais c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est tellement facile maintenant, nos outils numériques, où on a une précision, on voit l'onde, on voit nos images. C'est c'est vraiment des warriors et c'était vraiment des gens de talent qui pouvaient faire le son à l'époque via la pellicule. Je pense pas que j'aurais été capable. Après, bon, on va dire, de l'expérimentation à faire, mais je ne sais pas si j'aurais eu cette patience-là de maîtriser de la pellicule au niveau du montage audio et même vidéo.
C'est c'est extraordinaire. Donc voilà, pour dire que, ben, voilà, je faisais, ces zappings d'informations, donc ça m'a permis aussi, bah, de m'acclimater, sur, tout ce qui était, la culture niçoise, tout ce qui était, la politique niçoise aussi, qui nous en fait plutôt, des belles, même encore maintenant. Hem Et ça m'a permis aussi, bah, d'apprendre à écouter ma voix qui c'était une horreur les premières fois de s'entendre, c'était une torture Comme parce beaucoup. que ah ouais, ouais, c'était une horreur, et puis au final, bah, tu te dis: «Bon ça va, c'est bon, j'ai compris qu'elle était comme ça, que c'est pas du tout, celle Et à c'est quoi je pareil, m'attendais». c'est en s'entendant aussi plusieurs fois que là, on se dit, ah tiens, finalement, ma voix peut être bien pour ça aussi, mais si on prend pas le temps de s'écouter, on progresse Ouais. pas non plus, en fait. Tu vois? Ah, moi c'était Il y en a pour beaucoup où ils veulent pas du tout s'entendre, tu vois. Et, oui, mais si oui. tu peux pas t'entendre, comment tu peux savoir aussi ce qui est bien dans ton potentiel voix, ce qui n'est pas bien? Donc Bah, nous ça revient à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure aussi sur le fait de se lancer aussi pour tester. T'en parlais ouais. sur les podcasts ou que voilà, t'en fais les premiers sur les premiers épisodes tu les fais et puis bah, après tu te rends compte que tiens ça a travaillé, ça s'est regardé tout ça. Et pour la voix c'est pareil, c'est la même logique quelque part. Bah, complètement. Au fait, tu essayes de comprendre comment, ça fonctionne dans ta petite, glotte. Pourquoi, tu pars, vers le haut à la fin de phrase au lieu de la fermer et ouais, tu te rends compte qu'esthétiquement, parlant, c'est pas tant le timbre, qui te déçoit énormément parce que tu pensais avoir une voix de velours, mais tu as une voix de bécasse, tout ça. Après tu essaies de la maîtriser pour avoir ta voix de radio, et puis tu essaies de maîtriser aussi ton phrasé donc c'est sûr que le théâtre aide, beaucoup parce que ça t'apporte, une forme de justesse et oui, oui, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils comprennent pas, «Ah mais pourquoi tu as une voix différente, voix de radio, tout ça?» Ben, parce que c'est pour trouver l'esthétique et voilà, quand tu es en montage et que tu t'écoutes, à un moment donné, si tu commences à parler un peu comme ça, machin, en mode normal et que tu parles comme ça avec le nez, machin, c'est sûr que tu vas plus pouvoir, t'écouter. Tu vas te dire: «Au secours, essayons de l'améliorer pour même que ce soit Mm. esthétiquement, parlant, enfin esthétiquement, sonoritairement». J'essaie de trouver le truc, de façon esthétique au niveau sonore, voilà, j'aime bien parler français, bah, C'est bien aussi. ça soit gracieux. Non mais tu as vu, j'essaie de me faire des phrases à la Jamel Debbouze, ça ne marche absolument pas. Ouais, ça dépend. Ça dépend. C'est une espèce d'improvisation de la langue française qui va faire Bon écoute, vriller, les on oreilles tente, de hein. certains. Il faut Je tenter, tente. voilà, ça marche pas, hein. Ça plaît ou ça plaît Après pas. après je suis en mode détente, donc je t'avoue que je fais pas trop attention. Les mots sortent un petit peu, Oui, bah, on est en là train, mais en train d'érailler. on est là en toute bienveillance, il n'y a aucun problème. Ce que je disais dans l'intro, tu as récemment doublé pour des séries, bah, Painkiller. Oh, j'ai un accent anglais pas terrible non Ah, plus. Painkiller, il Bravo. était extraordinaire, Voilà, franchement. Painkiller Celui-là, waouh! et Grey's Anatomy, enfin plein. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur ta page RS Doublage pour y faire un tour parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et d'ailleurs, tu avais fait Mmh. aussi une interview pour sur YouTube, je l'ai vu. Je sais plus le nom, je l'avais noté. Entrée des Travail coulisses? à moitié. Ouais, entrer des coulisses, exactement. Et aussi, j'invite les gens à l'écouter. C'est pour ça que moi, quand j'ai voulu t'inviter, j'ai voulu qu'on parle aussi voilà, d'autres sujets pour pas que ce soit trop redondant et que ça fasse doublon, quoi. Oui, Euh, a ap après c'est vrai que quand même ma carrière en doublage est encore très, 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 très modeste, hein. elle est C'est très c'est modeste, mais maintenant. voilà, justement, moi, j'ai eu une question par rapport au doublage, c'est quelle était ta plus belle expérience pour toi? Et ta meilleure anecdote, voilà, ton meilleur projet, celui qui t'a stimulé le plus. Alors, Et qu'est-ce que tu aimerais, quel serait ton fantasme aussi derrière? Est-ce que tu aimerais doubler ton rêve, quoi? ah, bah, je sais pas si j'avais envie de livrer mon rêve, Ah mais bah j'ai pas de un souci, hein. Pas de souci si t'as pas envie de le non, livrer. Ouais, tu peux parler de ta bah, j'ai meilleure anecdote en... en ou en ta ouais, meilleure ouais, session. ouais, carrément. Bah, écoute, alors ma meilleure session, quelle aurait été? Je pense que c'est Painkiller parce que vraiment mais c'était une folie furieuse, cette C'est série. Il le y avait DA. Le DA, c'est qui?
C'est Thierry Lhermitte. Ah, C'était ouais, ouais. j'attendais que tu me le dises. Je trouve ça génial. Ah ouais, en plus Euh, il est très, enfin il est chou, Thierry, là, il est vraiment adorable. J'adore ce. Je le connais pas du tout, mais j'ai entendu. Moi, je suis fan de Tu Tintin en as, fait, donc tu as il. très récemment eu une interview de lui qui est sortie, elle dure 13 minutes, tu peux la trouver sur YouTube. C'est Marco A qu'il m'excuse. Genre, je lis son pseudo, mais quand Hmm. tu lis un pseudo, mais que tu le dis pas à haute voix, il s'imprime pas, c'est horrible. Mais en tous les cas, c'est un grand passionné de Stargate. Il était à une convention à Saint-Étienne le week-end dernier de la date où on enregistre. On est le 17 Et ouais, juin, oui. voilà, donc c'était le week-end d'avant le 17. Du coup, oui, oui, en invité, il y avait Curtil, il y avait Oh Monsieur là là. Lemoine, et il y avait Thierry Lhermitte, qui est encore très très rare dans les conventions. Il a fait une interview que vraiment, bah, il est chou comme d'habitude, quoi. Hmm. Et, euh, Génial. attends, parce qu'on parle de lui, mais du coup, je ne parle plus de moi. Oui, pour en revenir, Painkiller, Painkiller, ouais. c'était vraiment un truc, enfin un truc, une série assez terrible parce que bah moi j'étais pas au courant de ce que c'était que cette drogue qui évidemment m'échappe, l'Oxycontin, voilà, qui fait encore des ravages en Amérique parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes normes. Comme nous, on a des normes européennes qui nous protègent. Ben, eux, en fait, c'est comme si le médecin il te dit bon, vous avez mal, ok, je vous donne un Doliprane, sauf que le Doliprane, il te rend complètement accro et tu peux plus t'en passer. C'est une aberration totale. Hmm. C'est l'Amérique. Ouais, il y avait des femmes de tous les côtés, des gens de tous les côtés qui parlaient. Donc, niveau ambiance, fallait être au taquet. Euh, C'était assez compliqué. Mais c'est là, en fait, où j'ai vraiment appris et conforté un peu les compétences vis-à-vis du doublage et vis-à-vis on va dire, de la catégorie des ambiances, où en fait on fait des tout petits rôles qui sont parfois nommés, parfois pas nommés, mais ce sont les personnes qui hurlent dans une foule, ce sont les personnes qui disent à un protagoniste, oui, par ici, allez par là, ou Hmm. autre chose, quoi, tu vois, des toutes petites phrases mais qui sont hyper essentielles parce que si tu rates des ambiances, bah, tu rates ton film parce que ça s'entend. Donc, dès que tu n'entends plus les ambiances, paradoxalement, bah, ça veut dire que tu as bien réussi à faire, en tant que directeur artistique, ton doublage. Parce que voilà, il est très facile de prendre des aînés qui sont monstrueux sur des rôles, mais voilà, si tu n'es pas un bon chef d'orchestre pour tes ambiances, ben, ça tombe à l'eau, quoi. Donc très important. Et, euh, et ouais, ouais, il y avait des pièges partout et la bande rythmo, je crois que c'est l'une des bandes rythmo les plus chargées au niveau du texte que j'ai jamais vu. Même Grey's Anatomy, ça faisait pas ça. Donc oui, oui, c'était assez intense. Et surtout, bah, j'ai eu beaucoup de femmes à doubler. Euh, Par où commencer Oui, oui, en fait, il y avait beaucoup de femmes à doubler, donc fallait faire vite, fallait être au taquet. Euh, Bah, en fait, je Bon. sais pas, par exemple, je me souviens que sur Painkiller, j'ai aidé une fille qui était morte de trouille au micro, quoi. Euh, Ouais. Hmm. donc je lui ai dit, voilà, t'en fais pas, je suis avec toi, tu joues, je suis avec toi, enfin, tu vois. Non, mais c'est sympa aussi cette situation où tu soutenais quelqu'un. Oh, c'est le genre d'anecdote sympa. On sait pas trop ce qui se passe des fois derrière le micro, donc et en coulisses, donc c'est bien aussi. Donc aussi, ce qui s'est passé sur Painkiller, c'est que j'ai pu faire plusieurs voix, donc conforter aussi que je pouvais, on va dire, euh, ben, les réaliser, que j'avais pas trop peur et que même j'adorais ce challenge-là, que j'étais capable de supporter aussi des visuels qui étaient un peu ragoûtants, qui étaient un peu terrifiants. C'est aussi l'une des dernières sessions où quand même j'ai appris à vraiment faire attention à mon jeu.
Voilà, et à pas considérer que des phrases étaient acquises. Donc voilà, j'ai appris à toujours être dans l'attention. Donc ça, ouais, Painkiller, c'est vraiment déjà, en plus, c'est une super série, vraiment une super série. Hmm. Et ça reste, je trouve, pour moi, c'est l'une des Ton œuvres meilleur les plus souvenir, ouais, marquantes. ouais. Et ton meilleur Ouais, ouais, souvenir. ouais. Ok, Moi, je suis très ça marche. contente d'avoir été sur Beastar parce que j'adore Hmm. Beastar. Donc j'ai été super contente. Je suis très triste de pas avoir pu faire. Alors je me souviens plus de son rôle, mais il y a un personnage qui est une lapine boxeuse, et vraiment moi j'aurais rêvé de la faire. Et ben ouais, c'est comme ça quoi. Je sais maintenant comment c'est. Oui, bah après Mais ça je viendra suis avec pas assez. l'expérience, tu auras Voilà, je d'autres suis pas assez. opportunités. C'est que le début, comme Bah tu dis, voilà. donc Ouais, c'est que le on aura début, d'autres donc. choses. Tu vois, par exemple, j'aurais voulu doubler Joline dans JoJo Bizarre Adventure. Hmm. Et donc, c'est une grande tristesse de ne pas l'avoir faite parce que je la trouvais extraordinaire. Et alors, ça n'a rien à voir. En fait, je pensais que c'était parce que j'étais dégoûtée, mais en fait, j'arrive même pas à voir JoJo partie 6. Non pas à cause du fait qu'il existe une VF et que j'y suis pas dedans, parce que je pourrais voir la version japonaise. Et en fait, je me dis: «Mais pourquoi je suis bloquée?» Je fais: «Ah oui, j'ai été traumatisée par cette partie 6». En fait, c'est pour ça. Je n'arrive absolument pas à m'y mettre, sachant que la partie 7 arrive, mais voilà, ceux qui connaissent, JoJo partie 6 comprendront, parce que vraiment moi j'ai eu, ouais, ça a été Ok. une des ah ouais. Parlons du côté artiste multidiscipline, on va dire. Tu m'as mentionné ton désir d'écriture. Donc, qu'est-ce qui te plaît dans l'écriture? Est-ce que plutôt c'est du scénario, un côté poète aussi peut-être, l'écriture, le dessin, si c'est une pratique ou un canal d'expression pour toi? Et qu'est-ce qui t'anime en fait dans cet acte de création au-delà du jeu de comédien que tu as pour la plupart du temps, que ce soit en doublage, au théâtre, etc., ou même à l'écran. Au-delà du jeu d'acteur, qu'est-ce qui t'anime dans toutes ces créations, donc dessin, écriture, etc. Bah, pour ce qui est du dessin, c'est, l'aspect esthétique. Moi, j'aime beaucoup, tout ce qui est, Yoshitaka Amano, parce que vraiment ça a développé, mon sens de l'aquarelle. Alors que j'avais déjà vu d'autres œuvres comme Modigliani ou alors des Picasso. Mais, tu sais, quand tu te rattaches à quelque chose, avec encore une fois un contexte, ben, ça marche beaucoup plus, quand tu vois du Amano et que c'est lié à tes jeux vidéo, et que vraiment, tu vois, on va dire des êtres, assez beaux, assez colorés. Puis voilà, c'est une société, très visuelle, donc les mangas, les yeux des personnages, voilà, des décorations, enfin, tu vois, c'est très stimulant. Ça donne envie de reproduire, de faire une reproduction. Et ça, j'ai arrêté malheureusement de dessiner, à la fin de mon adolescence. Et j'ai jamais, retrouvé, le temps, de m'y réinvestir. Et quand je vois, même les ChatGPT, les trucs comme ça m'énerve tellement que je me dis: «Bah, franchement, j'ai plus envie», tu vois? J'ai beaucoup plus envie de voir une affiche, même mal dessinée, mais dessinée par un humain, plutôt que quelque chose qui, genre, te donne l'illusion d'une perfection, mais quand tu vois les détails, tu fais: «Ah!» Ouais. Ouais. Heu, donc vraiment oui, le dessin, c'est stimulant visuellement. Et puis bon, j'ai beaucoup de potes qui sont des dessinateurs. J'adore sur mon Instagram, suivre tous ceux, qui font des dessins, c'est et il y a Kibar, récemment, que j'ai suivi, j'ai un magnifique poster, de lui qu'il m'a offert dédicacé. Génial. Il y a un autre, je sais pas s'il est français, il s'appelle Mike, me semble-t-il. J'ai envie de dire Mike Fédé, mais en fait, je suis troublée parce qu'il y a un Mike Fédé dans le doublage, et je me dis: «Ah non, je dois me tromper de son nom». Mais bref, et après tous les grands, des comics, plus, tous les petits dessinateurs, qui font des comic strips et qui me font hurler de rire. Il y a toute une génération, de femmes, dessinatrices
et du coup autrices pardon, mais qui me font hurler de rire. Donc ouais, c'est ça vraiment, comme moyen d'expression, c'est vraiment hyper important et vu que je peux pas, dessiner, ben, on va dire l'aspect contrôle, de création, tout ça, c'est l'écriture. Tu prends un papier, un stylo et c'est parti. Et puis aussi, c'est utilisé, dans l'art-thérapie. Donc quand tu vas pas bien, il faut écrire. Quand tu vis une situation de deuil et que tu te sens pas bien, même si ça paraît stupide, il faut écrire. Même si tu n'écris pas de la poésie, vraiment ça te déclenche quelque chose dans le C'est comme cerveau, là, pour c'est comme ça que l'inspiration arrive, j'ai l'impression. C'est oui. souvent dans des moments où ça va pas trop, ou Alors attention, c'est un piège. Ça ouais, reste un piège parce que en effet, quand tu as, on va dire, des émotions fortes, ça peut te servir comme une forme d'épiphanie ou alors, tu as une épiphanie de dire: «Oh, j'ai une idée, eureka!» Mais en vrai, c'est un piège, d'attendre, on va dire, que la pomme te tombe sur la tête, niveau inspiration. L'inspiration te vient, je pense, hein, quand tu t'y mets, et ça vient tranquille. Par exemple, là, cette année, ça a été épouvantable, niveau, écriture, pour moi parce que, vu que j'avais un meurtre, je devais faire des mécanismes peut-être d'enquête, mais j'avais pas le temps et ça me stressait, je me suis stressée pour rien et au final, j'avais beau réfléchir, la seule façon que j'avais de me débloquer, c'était, ben, d'écrire quoi et des choses qui venaient au fur et à mesure. Donc il y a pas eu d'épiphanie, il y a eu juste, de la confiance en soi, pour écrire et connaître, ces petits personnages quoi. De où est-ce qu'ils vont, tout ça, donc l'inspiration peut venir, comme ça, on va dire, en regardant un tableau, en regardant un autre film, en écoutant une musique. C'est un stimulant, mais il faut pas, on va dire, attendre, quelque chose de prophétique, dans l'aspect de la création. Faut juste s'y mettre. Récemment, j'ai vu, un magnifique film d'animation, qui a été rotoscopé, qui était, la vie de Vincent van Gogh. Magnifique, film. J'y ai mis très tard, je crois à l'âge de 28 ans et pendant 10 ans, même s'il pleuvait, il allait dessiner, quoi. Donc vraiment, il a fait une œuvre, assez considérable, mm, en mourant malheureusement très, très tôt dans des circonstances qui sont vraiment très, très, étranges et étonnantes quand même. Donc ouais, 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 la création, c'est de s'y mettre. Si, tu peux avoir, des formes de muse, tu prends. Parce que ça peut, on va dire, t'aider à faciliter, ta création, à t'en inspirer. Mais voilà quoi, ça reste beaucoup, beaucoup de boulot, quotidien à faire quoi. mm. T'as des projets concrets en tête en écriture? Mmh. Moi j'en ai un, j'aimerais bien, faire, un projet, autour de 2 femmes qui se déchirent, 2 femmes qui peuvent être en amitié et j'aimerais prendre aussi, alors j'ose pas te dire le sujet parce que c'est très controversé, heu, mais du coup je veux essayer d'éviter des crépages de chignons et je veux essayer d'inventer une nouvelle forme, hem, comment dire? Une sorte d'histoire, un petit peu en dehors de ce qu'on attend d'une confrontation entre 2 femmes, quoi. Hmm. Donc ça me fait très, très peur. Le sujet est très tabou aussi, donc ça me fait aussi très, très peur. Mais voilà quoi, j'aimerais, essayer de tenter ça et de faire aussi ce cadeau à ma partenaire et à mon amie, de scène, Ève, qui, quand j'étais à certains moments de ma vie, de ma carrière, au plus bas, ben, elle m'a fait, confiance, elle m'a intégrée dans sa compagnie, donc je lui dois j'ai une très grande Sur des- reconnaissance, hmm. vis-à-vis d'elle, et j'aimerais bien, vraiment, bah, travailler, avec elle, de façon bien égale, dans au niveau d'un texte commun et de le présenter, pourquoi pas, quoi. Donc ouais, ça, ce serait vraiment et puis de toute façon, je voulais, écrire depuis longtemps. J'écrivais quand j'étais, adolescente, j'écrivais des scénarios, hem
Mais le Que tu veux mojo est adapter parti. en livre, en film, Oh, en c'était plutôt des audio. scénarios. Ouais, Alors, plutôt des scénarios. c'était plutôt adaptable. En fait, moi, j'écrivais des scénarios Mm. dans ma tête, tu vois, avant que, encore une fois, que l'école me casse. Parce que vraiment, elle m'a cassé l'école, hein. C'est un truc épouvantable, hein. Moi, je voulais même, dès 16 ans, je voulais partir à Paris, je voulais écrire, je voulais faire actrice pour gagner du fric qui m'aurait servi à prendre du temps pour écrire. Et ensuite, bah, j'aurais joué dans mes trucs dans mes cours, dans mes films et j'aurais fait travailler les gens, tout ça, j'aurais eu ma bande. C'est ça, hein, en fait, j'étais dans cette logique-là quand j'étais petite, mais en fait, quand tu es, poussé par tes parents à rester dans le système parce qu'ils ont peur pour toi, tu vois? Qui disent: «Passe d'abord ton bac», bah, en fait, c'est assez piégeant, parce que vraiment, oui, malheureusement, je sais pas si ça peut changer maintenant. Enfin, si ça a même changé, mais j'ai pas cette impression-là quand je vois, les informations, rien qu'au niveau, équipement, entre les classes surchargées, les classes, qui sont pas climatisées, où il fait trop froid, enfin, mais dans quelles conditions, les petits, ils apprennent, quoi, tu vois? Bah, Mm. bah, en fait, tu es cassé sur tes rêves. C'est genre, «Ah, je veux être actrice». «Ah bon, toi, tu vas devenir actrice?» «Ben non, tu vas faire, journaliste, tu vas faire, ceci, tu vas faire cela, tu vas faire, secrétaire». Enfin, c'est ça vraiment, s'il y a des petits ou alors même des adolescentes, adolescents qui m'écoutent, mais vraiment, cherchez, faites, en effet, essayez d'avoir, maximum possible comme quand vous pouvez de diplômes. Mais si vous avez des opportunités, de faire, en dehors de vos activités extrascolaires, des choses qui vous passionnent, via des associations, tout ça, mais faites-le, quoi. Ah, mais Mm. n'attendez pas, que la société, vous valide, tout ça, vraiment, si vous êtes une petite nana et que vous voulez faire des tags, mais vas-y, va faire des tags, quoi, des tags artistiques, hein. Je dis pas, prends un train et tag-le, c'est pas dans ce sens-là. Toi, Mais voilà, des trucs. c'est venu vite, toi, finalement. En fait, t'avais 16 ans quand t'avais ce Ah oui, c'est désir venu. évolué de vouloir être actrice, etc. Mais Euh, même quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, ouais. tu vois? J'ai Mais toujours été comment dans c'est les. venu? Parce que tu me disais que justement, à contrario, voilà, tes parents voulaient que tu fasses un vrai métier et tout ça. Euh, comment c'est venu ce côté artiste étant jeune? Bah, en fait, ma mère, elle m'avait mis, sur des films, tout bêtement, quand j'étais toute petite, mais je m'en souvenais pas. Mais comme quoi ça marque l'inconscient, quoi, elle m'avait révélé ça, que très, très vite, elle m'avait mis, sur, des films hollywoodiens. Donc du coup, niveau violence, c'était pas la même chose, donc je pouvais les regarder. Donc il y a dû avoir Mm. ceci, cela et puis il y a eu une curiosité, aussi de connaître, on va dire, les classiques, d'aimer les histoires. Moi, j'aimais bien les histoires, comment elles étaient bien racontées. Et je sais pas, tu sais, c'est très étonnant, je cette espèce de sensibilité de dire: «Waouh, ça, c'est un bon film, ça te fait du bien, c'est cohérent, ça rentre en résonance avec son époque, ça te rend plus intelligent, ça rend intelligent les gens», tu vois? Mm. Il y a cet esprit vraiment de plus voilà, avant que là, ça parte vraiment, en vrille, ah, je trouvais quand même que l'humanité, elle allait vers, sûrement quelque chose de bien, que ça commençait, peut-être même, à être beaucoup plus inclusif. Mm. Mais, en fait, c'était des un arbre qui cachait la forêt parce que, ben, Ben, on s'était même dit que le Covid allait nous faire du bien. ben, ça Certains nous pensaient a que fait du bien. justement, ouais, mais certains pensaient que justement c'était, allez, un renouveau, etc. Mais en fait, non, les choses qui étaient En pas. vrai En vrai, si. En vrai, si, il y a eu un renouveau, mais ce qui s'est passé, c'est que le Covid, nous a donné à tous, une claque de 10 ans, dans la figure, dans le sens de 10 ans de maturation et de 10 ans, on va dire, d'introspection. C'est comme ça que je le vois parce que même si, au niveau de la planète, c'est une catastrophe, c'est reparti. Pourquoi c'est reparti? Parce que c'est le système, on va dire, qui nous nourrit, de notre politique, qui fait tourner le monde, qui est complètement en surchauffe et donc surchauffe notre planète et et dans une incohérence
totale. On l'a bien vu avec le sommet des océans qui s'est produit à Nice. Quand on entend le président dire des aberrations totales, et je veux dire là, c'est au-delà de la politique. On parlait des océans, on parlait vraiment de notre berceau. Le berceau, c'est peut-être l'Afrique pour l'humanité, mais le vrai berceau de la vie, c'est l'océan. Et quand tu vois que rien n'est fait pour arrêter la pêche industrielle massive avec les chalutages, qu'il n'y a pas de zone de protection des océans, qu'il y a les aires maritimes protégées, ça représente 0,1%, ce qui est que dalle, que maintenant les océans sont en train de s'assombrir parce que voilà, il y a en fait la vie qui est en train de disparaître. Je veux dire que là, à un moment donné, il faut plus parler de politique, on n'est plus de droite, on n'est plus de gauche. Là, il faut faire vraiment des trucs très concrets parce qu'on va pas s'en sortir, quoi. Donc, et je trouve que voilà, actuellement, le système politique dans lequel on est et économique est complètement fou de ne pas voir, ça. Et je sais Mhm. pas, ils sont peut-être liés à la Silicon Valley qui croient que le nouveau berceau de la vie, c'est Mars. Mais je suis désolée, on n'arrive déjà pas à sauver notre planète. Alors comment on va ressusciter Mars? C'est une aberration totale, quoi. Voilà. Pardon, je suis allée très très loin. Je me suis Non, mais énervée sur juste, un truc et quand je m'énerve, bam, non, mais quoi. justement, tu vois, tu parles de sauver la planète. Moi, je vais parler de sauver nos voix. On va parler de tout Oui. spam AVF. On va parler Oh de, là tu là, vois, cette transition magnifique. t'as vu, génial. Mais c'était prévu, bien sûr. Toi, du moment que évidemment, tu soutiens la VF. Toi, quelle est ta vision à l'avenir sur justement l'IA, sur les tarifs? Voilà, sur toi, comment tu vois le truc, quoi. Alors, de solutions, soit on est complètement remplacé et on va dans un système qui, de toute façon, si on remplace l'humain, ça sera symboliquement, euh, ça conduira symboliquement à quelque chose où on ne pourra pas faire machine arrière parce que si on commence à rentrer dans un système où on utilise des IA qui sont absolument pas optimisées au niveau énergétique, on va tout droit dans le mur. Mm. Après, il peut y avoir un système de régulation d'une sorte de main invisible, comme on nous l'a appris, mais qui n'est pas totalement la main invisible, mais en fait, que le marché soit régulé par le grand public qui trouvera une utilisation beaucoup plus simplifiée de l'IA. Donc là, actuellement, il y a des puissants, enfin, on est dans une course à la puissance de l'IA pour essayer de savoir qui est la plus intelligente et ceci et cela. Et maintenant, il y a même des IA qui sont sorties à 200 balles, mais qui les utilisent vraiment, en fait et surtout, comment avoir la totale maîtrise des prompts, que ce soit par l'écrit ou que ce soit par le visuel. Donc, moi, je veux essayer d'être un peu optimiste, mais évidemment, il faut quand même essayer de faire en sorte de protéger les voix, les images, les photos, enfin, tout ce qui est l'individu au niveau biométrique, parce que ça fait des années qu'on a donné nos données, donné nos données à des entreprises qui ne sont pas françaises et qui maintenant, bah, en fait, les a utilisés pour nourrir leur système. Et c'est pas du tout normal. On devrait vraiment réinventer même l'Internet et repasser à tout ce qui est, on va dire, des applications libres, même le dark web, avec même des systèmes. Les anciens ont connu des forums, tout ça, mais plus être on va dire, le système du réseau social qui est en fait un mécanisme épouvantable. C'est pas Internet qui est mauvais, c'est vraiment comment le concept des réseaux sociaux d'espionner tout ça, même si bon, on peut en faire des choses très très belles. Mais le problème, c'est que voilà, l'ADN même de Facebook, c'était quand même de comparer qui était la meuf la plus bonne comparée à d'autres, quoi. C'est déjà, il y avait un hic, il y avait un hic dans le commencement, quoi. Mhm. Et moi, je vois bien peut-être, dans le meilleur des cas, je l'espère, dans le meilleur des cas, ce serait vraiment que la technologie de l'IA ne devienne pas générale, mais qu'elle soit à taille humaine, avec beaucoup moins de ressources et on va dire
une technologie qui est plus même basée sur l'organique. Alors moi, on va peut-être me prendre pour une folle, mais tout ce qui est, on va dire, un peu une vision à la Cronenberg, c'est pas, on va dire, si inintéressant que ça. Et attention, je ne parle pas, on va dire, des trucs dégoûtants de tissus organiques, tout ça, mais plutôt, on va dire, les algues. Les algues ont des capacités absolument incroyables, que ce soit en termes d'agroculture pour nous nourrir, comme en termes de propriétés qui m'échappent un petit peu, mais je le fais de tête, hein, faudra vérifier, mais on est capable quand même, avec certains tests, de faire des processeurs avec des algues. C'est le début, mais n'est-ce pas, on va dire, quelque chose, une alternative extraordinaire aux métaux lourds et aux métaux rares de nos ordinateurs. Alors, certes, on aura peut-être une obsolescence programmée du vivant, mais on est déjà dans cette logique-là. Et là, il faut être dans la logique de recycler, d'essayer d'éviter de consommer nos métaux rares. Donc, je vois une intelligence artificielle qui sera beaucoup plus à échelle humaine, parce que là, actuellement, vu ce qui se passe, même au niveau géopolitique, à un moment donné, on coupera le courant. Pourquoi? Pour envoyer les missiles ou pour nourrir la population ou avoir de la lumière? Parce que c'est ça, en fait, hein, les énergies ne sont pas... voilà, quoi, tu peux pas la créer comme ça, quoi. Et de faire la guerre, ça prend des ressources. Donc, à un moment donné, la paix finira par arriver parce qu'il manquera aussi de ressources, mais dans ce cas-là, il faudra bien la négocier, parce que soit on va aller dans un monde à la Mad Max, soit on peut aller dans un monde vraiment beaucoup plus tranquille, mais beaucoup plus dans une forme de... un peu comme le Covid en vrai, où on n'est pas trop dans cette consommation, on est plus dans l'envie de créer tout ça et pas de devenir des stars mondiales à la Steve Jobs, tout ça, qui veut essayer d'avoir un bout de terrain sur Mars, quoi. Enfin bref, je ne sais pas si c'est assez précis ce que je t'ai dit, puis j'ai une pensée en étoile, donc c'est assez dur de me suivre parfois. Tu restes optimiste, quand même. Voilà, en Il ton faut, discours. sinon, non Mm. mais il le faut, Alexis, sinon à un moment donné, tu te tires une balle dans la tête, quoi. C'est pas possible. Il y a des Évidemment, moments si on vraiment, broie que oui. du noir et qu'on voit que le mal, oui, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est sûr. C'est un acte politique de garder le sourire et de dire aux autres des choses positives. Après, quand tu restes tout seul dans ton lit le soir, c'est autre chose, mais il faut, en tant qu'artiste, essayer vraiment de montrer une voie beaucoup plus lumineuse, quoi. Sinon, mais qu'est-ce qu'on va faire face à des enfants, quoi. Et il faut être dans Mm. l'action aussi, d'essayer de voir à son échelle qu'est-ce qu'on peut faire pour, au niveau de la consommation ou au niveau politique, pour essayer d'éviter d'aller tout droit vers la catastrophe, quoi. Mm. Ok. Ça devient sombre, pardon. Euh, non, bah, petite dernière question pour. On arrive à la fin de l'émission, pardon. Donc pour Déjà. conclure, ouais. Si tu pouvais justement parler à la petite Anastasia qui écoutait la radio ou du doublage quand elle était petite, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais de d'être plus égoïste, dans le sens où d'essayer de moins faire la gentille petite fille et d'être plus rebelle dans les choses qu'elle voulait faire. Et, euh, et surtout, je lui apprendrai que je lui expliquerai à quel point, on va dire, apprendre, c'est important et surtout de qu'est-ce que ça peut donner. En fait, vraiment, la même discipline qu'on peut retrouver sur les arts martiaux. Genre, ah non, j'y arrive pas. Ouais, mais plus tu en fais, mieux ce sera. Tu polis un petit peu tes capacités. Et c'est pas grave que ce soit moche, tu continues au fur et à mesure. Voilà. Et voilà, de lui dire ça, de dire, t'en fais pas, c'est ce qu'on te dit qui est pas bien, en fait, c'est super bien, il faut continuer, quoi. Et c'est ça, et c'est un message que j'adresse à toutes les petites filles en priorité, elles. Mhm. Vraiment, ouais, vraiment, ouais.
si vous aimez faire une collection de scarabées et que c'est pas du tout attendu de votre part, Ah, c'est mais original. faites-le, quoi. Mais faites-moi, mais vraiment, mais faites-le, quoi. Vraiment, suivez les choses que vous aimez, en fait. Hmm. Évidemment, si vous aimez faire des trucs très, très, très chelous, genre... Non, je vais pas dire. J'allais dire une blague épouvantable, on va couper. Non, et puis aussi, dans l'éducation, nous apporter plus comme on parlait en début d'émission, de codes, de techniques, de variantes, de nuances, pour aussi apprendre à nous développer. Ce C'est truc-là. ça, Parce que c'est si ça. on a, parce que c'est peut-être bête, mais pour vouloir collectionner les scarabées, comme tu disais, il faudrait peut-être savoir ce que c'est. Si Oui, on ne nous apprend complètement. pas ce que c'est pour ça nous apporter Mm. voilà, une grande connaissance et plein de nuances et de variantes à tout, quoi. Et je trouve quand même que cette époque, avec rien que les podcasts, si ça peut aider quand on entend, on va dire, les témoignages des uns et des autres. Je veux dire, tu as le succès, entre parenthèses, que tu as, il tombe pas comme ça. Il y a tout un cheminement, il y a tout plein d'actions que tu entreprends quotidiennement. Et du coup, c'est pas grave que ce soit mis à l'échec. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est criminel de la part de notre pays de ne pas montrer cela, de culpabiliser dans l'échec et de pas développer les individualités. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, je trouve que il y a la logique de ne plus former, on va dire que, je vais dire une bêtise, mais que des avocats, des financiers, des fonctionnaires ou des journalistes. Mais ils sont où les artisans, quoi, tu vois? Euh, je sais pas, ils sont où les métiers rares, quoi, tu vois? C'est ça, en fait, c'est un modèle qui n'est pas lié à la diversité intellectuelle. Ou intellectuelle et manuelle, je parle. Hmm, Je sais pas hmm, si je me fais très bien entendre et comprendre. ouais. Hmm. Si, si, mais non, moi je suis assez inquiet par rapport au métier en général, quoi. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu en voie de disparition, à l'abandon, alors que c'est hyper. On en a besoin vraiment, on a besoin de tout le monde déjà. On a Bien besoin de sûr. tout. Mais il y a des métiers qui commencent à se perdre ou qu'on n'a pas forcément envie de faire aussi, faut le dire. Et Mm. c'est ça qui est inquiétant, parce que c'est des métiers qui sont tellement mais importants et à qui on donne pas assez de moyens, comme je sais pas, le BTP, l'agriculture, etc. Mais voilà. On dévie pas mal Ouais. de tout ce qui est, Oui, de tout oui, ce qui est bête, c'est vrai qu'on mais n'a pas vraiment parlé de moi, on a parlé plus de mes réflexions, tout ça. C'est en vrai, tes réflexions, c'est toi quelque part. Voilà. c'est Faut le vrai, dire. mais c'est vrai que ça me travaille beaucoup, quoi. Donc c'est sûr que de parler que de moi. Après, j'ai pas l'occasion de beaucoup m'exprimer Bah, c'est ce sur que je ces dis. réflexions, en fait. C'est vrai que c'est ce que je dis parfois en préparation d'interview. Souvent, je reçois le comédien ou on s'appelle ou on se fait une petite visio avant. Et je lui dis, alors, c'est un exercice compliqué parce qu'il faut savoir être égocentré, quoi. Et c'est pas facile. Faut savoir parler que de soi, que de soi, que de soi. Donc, t'inquiète pas si tu parles que de toi. Parce que des fois, quand on est des gens sensés, des fois, on va parler beaucoup de nous. On va dire, ah, mais attends, je parle que de moi, là. Attends, toi, je vais te demander comment tu vas, tu vois. Et là, Ouais. l'exercice de l'interview est pas simple parce que bah, il faut savoir être égocentré, c'est pas facile, quoi. Mais je Ah, te c'est remercie en surtout tout cas. que... Ouais, non, mais merci. Après, voilà, peut-être que je suis pas dans le coup parce que je suis plus dans l'extérieur de l'environnement plutôt que dans mon intérieur. Comme j'ai pas encore, voilà. Allez, tu me réintervieweras quand j'aurai écrit un truc, d'accord? Parce que là, au Ah, moins, bah je on fera parlerai ça. du truc. Ah, bah pas de souci. Pas de souci, Ouais, je on pense fera une session il me de... faut quelque chose de très concret parce que là, c'est sûr que tu parles de moi, mais je suis allée de tous les côtés. Mais du coup, j'ai hâte de me rattraper et d'écouter aussi tes autres invités parce que ça doit être tout aussi passionnant. Ah bah, je t'invite à toi comme aux autres à aller sur YouTube, vous tapez Voilà la voix, vous allez trouver Oui. tous les épisodes. Donc, mais c'est bien aussi d'avoir une certaine diversité aussi dans les échanges et voilà quoi, parce que oui, c'est une émission qui est tournée autour des comédiens voix, mais voilà, c'est aussi apprendre à les connaître et voilà, savoir un petit peu leurs réflexions. Donc c'est cool. Ben, Eh ben, merci de m'avoir ouais. donné de la voix. Ah voilà, exactement.
Non, bah, super, bah, je te remercie, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, et puis bon, on se retrouvera pour un 11e épisode prochainement. Allez, bisous, ciao. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.